j'avais écrit un article dans le Monde diplomatique en novembre, et j'avais donné un exemple de ce qui s'était passé à Sétif en 1945. Et puis il y a un lecteur algérien qui m'a dit, mais regardez ce qui s'est passé en 1955 à Constantine. C'est très intéressant. Vous savez, on est le 1er novembre 1954, commence la guerre d'indépendance du peuple algérien. Ça se passe très mal pour le FLN. Il est vraiment, à départ, ils ont vraiment très très peu de moyens. Et ils demandent à la section de Constantine à la wilaya de Constantine, pas la section, de passer à l'action pour soulager la pression qu'il y a à Alger. Donc, ils préparent quelque chose, et le 20 août 1955, ils préparent une action dans plein d'endroits de la wilaya. Ils attaquent des postes militaires, ils attaquent différents symboles de la République française, et durant cette action, il y a des crimes qui sont commis. Et un des plus horribles de ces crimes, c'est 8 enfants qui sont vraiment mis ensemble et assassinés. Ce qu'il n'y a pas eu, je dirais un mot tout à l'heure sur les mensonges sur le 7 octobre, il n'y a pas eu de bébés assassinés le 7 octobre, il n'y a pas eu 40 enfants égorgés, il n'y a pas eu de bébés dans les fours, tout ça, ça a été vraiment de la construction. Mais en Algérie, il y a eu ce fait. Je veux dire, encore une fois, quelle position on a face à ça? Oui, on la condamne moralement, personne ne peut accepter qu'on tue des enfants, je veux dire. Mais, je veux dire, on ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas la barbarie coloniale. C'est-à-dire, dans le cas de l'Algérie, c'était le FLN avait à la fois ses sections militaires, mais il a entraîné avec lui la population civile. Et la population civile a fait des massacres avec des choses qui sont des choses barbares. Mais c'est la colonisation qui rend barbare. Et penser qu'on va régler ça simplement par des condamnations morales. Et puis après, il y a, après cette affaire de Constantine, il y a eu des représailles, il y a eu 40 000 morts. Alors qu'il y a eu en tout dans l'action du FLN à Constantine 120 morts, dont une partie de militaires. Voilà. Donc, et j'ai trouvé que le parallèle avec ce qui s'était passé en Palestine était assez juste et assez intéressant. Maintenant, on peut s'interroger sur l'usage du terrorisme comme arme par les mouvements de libération. Quand je dis l'usage du terrorisme, c'est dans le sens que je viens vous indiquer, c'est-à-dire de la violence, on met des bombes dans des cafés ou des choses comme ça. Il faut quand même dire que quand on parle de mouvements de libération nationaux, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Algérie, etc., on n'est pas face à deux armées égales qui se battent. On n'a pas d'un côté des chars et des avions et de l'autre côté des chars et des avions. On dit souvent le terrorisme c'est l'arme du faible. C'est vrai. C'est qu'il y a des moments où cet usage dans la lutte du Front de libération nationale algérien a été très important. C'est-à-dire les bombes dans les cafés. Des cafés fréquentés par ce qu'on appelait les Européens. Mais comme... et ça a été vrai notamment au moment de la fameuse bataille dite d'Alger. Et quand un des dirigeants du FLN algérien, Larbi Ben Mehdi, est arrêté en 1955 par les paras, pour des raisons difficiles à comprendre, les paras le présentent à la presse. Après, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise. Le lendemain, ils vont le tuer en disant qu'il avait tenté de s'évader. Et évidemment, il y a un journaliste qui lui dit « Ah, mais vous mettez des bombes dans des couffins et vous les mettez les couffins. » Et il dit « Mais écoutez, moi je vous donne mes couffins et mes bombes, vous me donnez vos mirages et vos chars. » Et je dirais, c'est un des éléments, effectivement, des rapports de force. C'est-à-dire que... Mais l'autre chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que le terrorisme ou l'action violente avec tous ces débordements, elle est d'autant plus forte qu'il n'y a pas de perspective politique. Si on prend l'exemple de l'OLP a utilisé l'arme à l'époque on disait le terrorisme, les détournements d'avions, les attaques contre des civils, etc., etc. Ça a été dans les années 70. Et plein de gens, notamment le gouvernement israélien, le gouvernement américain, disaient l'OLP est une organisation terroriste. La position à l'époque de l'Europe, et de la France en particulier, a été non, de dire oui,
Il faut pas, on condamne ces actions, mais il faut leur donner des perspectives politiques. Et la France a entraîné l'Europe, notamment en 1980, quand Valéry Giscard d'Estaing était président, et c'était pas un pro-palestinien ou un pro-arabe, et il entraîne les 9 pays à l'époque de la Communauté économique européenne dans une déclaration qui s'appelle la déclaration de Venise, dans laquelle les Européens disent toute solution du conflit au Proche-Orient repose sur la sécurité pour Israël, la reconnaissance du droit à l'autodétermination pour les Palestiniens et la négociation avec l'Organisation de libération de la Palestine, que les Américains et Israël dénoncent comme terroristes. Et c'est petit à petit cette perspective de solutions politiques qui a amené l'OLP à s'engager dans les accords d'Oslo. Je ne discute pas du contenu des accords d'Oslo, mais à s'engager sur l'idée d'une négociation. Encore une fois, quand il n'y a aucune perspective, je veux dire la violence, à moins de penser que les gens vont accepter de subir volontairement la violence. De temps en temps, je me dis, mais je ne peux pas me mettre à la place d'un jeune de 17 ans à Gaza. Il a grandi dans un territoire dont il ne peut pas sortir. Il peut quasiment rien faire. Il est emprisonné avec un geôlier qui est autour et qui décide qu'est-ce qui va rentrer comme produit. Et à un moment, parce que pour des raisons ignorées, il décide de ne plus... Enfin, les Israéliens décident que le chocolat ne pourra pas entrer. C'est arbitraire total. Mais je dis, franchement, moi je comprends que ce jeune il soit prêt à tout pour dire il faut que ça s'arrête. Voilà. Mais les gens parlent parfois de l'exemple sud-africain en disant mais regardez Mandela, etc. Bon, je crois qu'il y a une réécriture de l'histoire totale, parce qu'il ne faut pas oublier que Mandela a été traité de terroriste par les Américains et les Britanniques, que l'ANC a utilisé la violence, y compris le terrorisme au sens mettre des bombes des fois dans des quartiers, mais ils l'ont fait, c'est vrai, de manière limitée. Pourquoi ils l'ont fait de manière limitée? Parce qu'il y avait pour eux un soutien international que les Palestiniens n'ont jamais eu. C'est-à-dire, ils avaient à la fois le soutien à l'époque, dans les années 70-80, de tout ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés, qui était quand même puissant et qui jouait un rôle. Ils avaient un soutien très important du camp socialiste, y compris militaire. Ils avaient un soutien de l'armée cubaine qui était intervenue en Angola et qui a été un des éléments déterminants pour casser l'armée sud-africaine. Ils avaient un mouvement de boycott et de sanctions contre l'Afrique du Sud que personne à l'époque ne dénonçait en disant c'est du racisme anti-blanc, etc. Donc, dans ces conditions, encore une fois, personne n'utilise la violence pour utiliser la violence. On utilise la violence pour obtenir des objectifs politiques. Et donc c'est ça qui, aujourd'hui, doit nous amener à réfléchir, c'est-à-dire, si le but c'est d'arrêter la violence, la solution c'est de régler les questions politiques. Et même l'application du droit humanitaire, et même, je dirais, la poursuite des criminels, l'inculpation par la Cour pénale internationale de Netanyahou et de Gallant, etc., ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut aller bien plus loin, c'est-à-dire permettre effectivement aux Palestiniens qui ont montré depuis 100 ans qu'ils sont un peuple, qu'ils ont des revendications, qu'ils veulent un État, de leur donner un soutien. Alors, dans ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, une des choses qui m'a le plus surpris et par certains côtés affecté, parce que, je veux dire, moi j'ai connu toutes les guerres depuis 1967 en France, j'ai vu quelle a été la politique française, j'ai vu comment, en 1967, l'opinion publique française était massivement en faveur d'Israël, à la fois comme revanche après l'indépendance de l'Algérie et par solidarité parce que on les considérait comme les héritiers du génocide, etc. Et puis j'ai vu petit à petit évoluer les positions sous l'impulsion du général de Gaulle, mais ensuite sous l'impulsion de tous les
président de la République, quelle que soit la tendance. Comme j'ai dit, Valéry Giscard d'Estaing, c'était à droite, Mitterrand, c'était la gauche socialiste plutôt pro-israélienne, Chirac, c'était la droite gaulliste. Enfin, il y a eu l'idée qu'il fallait faire quelque chose, il fallait bouger en faveur des Palestiniens, il fallait essayer de faire bouger les choses. Ça n'amenait pas la France dans une position anti-israélienne, ça ni anti-occidentale, mais il y avait l'idée qu'on avait une responsabilité, qu'il fallait faire bouger les choses. Or, en gros, depuis une quinzaine d'années en France, mais je pense que le changement, il est de manière différente, j'imagine, en fonction des contextes politiques, la même chose en Europe. Petit à petit, ce qui a changé, en France, à mon avis, c'est la grille de lecture. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on avait une grille de lecture qui était de dire, enfin, une grille de lecture très simple d'ailleurs, il y a un peuple qui vit sous occupation, il y a un occupant et un occupé, et il faut donner l'indépendance à l'occupé. Je veux dire, c'était la grille de lecture générale, et c'était la grille de lecture aussi des médias, et pratiquement de toutes les forces politiques en France, en tous les cas. C'est-à-dire, comme je dis, c'est De Gaulle qui avait impulsé ça, mais ça avait été repris même par le Parti socialiste, qui était au départ plus pro-israélien, etc. C'était une chose acquise. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que c'est ça qui a changé. Et je pense qu'Israël a réussi une grande chose depuis une quinzaine d'années, c'est de nous aider, si on peut dire, à changer cette grille de lecture. Cette grille de lecture, aujourd'hui, c'est la guerre contre le terrorisme, et la guerre contre, moi je dis contre les musulmans, mais on va vous dire contre le terrorisme islamique. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de civilisation, et dont, pour les Français en tous les cas, dont Israël est l'avant-garde. Et je ne sais pas si vous avez, là aussi c'est le discours de Netanyahou. Netanyahou dit ouvertement, nous défendons la civilisation judéo-chrétienne. C'est intéressant parce que ça fait pas référence, mais ça rappelle une phrase de Théodore Herzl, qui a été le fondateur du sionisme, qui disait « Nous serons l'avant-garde de l'Europe contre la barbarie asiatique ». Au-delà du caractère contestable de cette analyse, ce qui est inquiétant, c'est que ça transforme un conflit politique en une croisade et une guerre de civilisation, voire une guerre religieuse, où il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, un conflit politique, vous pouvez arriver à des compromis, mais quand vous êtes dans une guerre entre, comme j'ai dit, le bien et le mal, l'Occident et l'Orient, etc., il n'y a pas de solution. Donc, il nous engage dans cette guerre, et réellement, je crois que Netanyahou, personnellement, a joué un rôle très important, avant même d'être au pouvoir, dans cette idée de guerre contre le terrorisme. À part que dans les années 80, quand il a inventé le concept de guerre contre le terrorisme, il le faisait en disant le terrorisme c'est la menace, allié à l'Union soviétique et au camp socialiste. Et puis ça a changé, brusquement le camp socialiste a disparu, donc il fallait un autre allié, l'allié c'était les islamistes. Et aujourd'hui c'est vraiment ce discours, et quand vous voyez parler dans mon livre j'évoque assez longuement Olivier Rafovitch, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui est un franco-israélien, et qui a écumé les médias après le 7 octobre, sans jamais être contesté par les journalistes, sauf à une fois, l'exemple que je cite, et Rafovitch dit aux journalistes, comment vous osez interroger une démocratie? Nous sommes une démocratie, vous êtes une démocratie, vous ne pouvez pas nous interroger. Avec un tel raisonnement, un journaliste français n'aurait pas pu interroger les autorités françaises sur la torture en Algérie ou sur la guerre coloniale. Mais c'est intéressant sur la manière dont il voit les choses, c'est-à-dire cette espèce d'alliance des pays européens, développés, etc., contre le reste du monde. Et c'est inquiétant parce que ça nous fait revenir en arrière, ça nous fait revenir de fait à la période coloniale, à part que la différence, c'est que les colonies sont devenues indépendantes, mais on perçoit le monde extérieur comme un monde dangereux, et qu'un monde qui a un complot contre, il y a un complot contre nous. Il y a un complot des islamistes, il y a un complot des terroristes, etc. Et il est d'autant plus important, mais ça, c'est vraiment en France, c'est très fort, qu'il y a une cinquième colonne qui sont les communautés musulmanes. Et elles sont désignées comme telles. Je veux dire, une des raisons, à mon avis, qui explique pourquoi Emmanuel Macron a été le plus loin, en tous les cas dans les premiers mois, dans le soutien à Israël,
c'est ça, c'est-à-dire qu'il perçoit les musulmans comme une menace. Il a théorisé en fait cette idée d'un séparatisme musulman qui cherche à infiltrer la République, à menacer nos valeurs, toute une série de choses qui, pour ceux qui travaillent avec les communautés musulmanes, rendent compte que c'est du niveau du fantasme, mais qui est intéressant parce que c'est vraiment le même mécanisme que les Juifs dans les années 30. C'est l'idée du complot. Il y a un complot, alors avant on disait un complot juif, c'était le protocole des Sages de Sion, et là on dit le complot, alors c'est les frères musulmans, etc. Ils ont pour objectif de changer nos règles, notre mode de vie, etc., etc. Et ils sont alliés évidemment au terrorisme international. Mais je pense que ça c'est un des dangers de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et qui dépasse tout à fait Gaza. Et dans ce cadre, il faut bien voir que, enfin, je sais pas ici, j'ai pas suivi d'assez près la presse et les médias ici, mais on a eu une vraie campagne de désinformation à propos du 7 octobre et à propos des suites. Et pendant 3 mois, il était pratiquement impossible pour quelqu'un d'être invité sur un plateau quand il était invité. Je vous rassure, j'étais jamais invité, sans qu'on vous demande est-ce que vous dénoncez le Hamas comme organisation terroriste. Et il y a une journaliste qui m'a dit une fois quand même, c'était France 24, qui m'a dit mais le terrorisme, je lui dis qu'est-ce que c'est le terrorisme? Il dit c'est de tuer les civils. Mais est-ce que vous dites qu'Israël est un État terroriste? Non, évidemment. Donc il y a eu vraiment une campagne de pression, d'interdiction de manifestation, c'est-à-dire ça a été massif pendant les premiers mois. Et d'interdiction d'un débat, c'est de penser que toute tentative, même de dire, vous pouvez condamner le Hamas, de dire qu'ils sont horribles, etc., mais essayer d'expliquer la situation, vous voulez justifier le terrorisme. Et la manière dont les médias ont repris ce récit, sans contre-discours ou sans pluralisme. Moi je dis parfois, je ne demande pas que les idées que je défends aujourd'hui, ici devant vous, elles soient les idées, il n'y a que ça qui passe dans les médias. Mais essayez d'écouter différents points de vue. Ne pensez pas qu'il y a, il y a une ligne juste et une ligne pas juste. Et ça me fait toujours penser, je l'ai raconté dans le livre, à cette anecdote d'un ami soviétique qui me racontait à la fin de la période de Gorbatchev. Il y a une délégation de journalistes soviétiques qui est invitée aux États-Unis pour voir comment fonctionne le pluralisme aux États-Unis. Donc ils font le tour de tous les États-Unis, ils vont voir tous les journaux locaux, etc. Ils reviennent et on leur demande qu'est-ce que vous en pensez. Et un journaliste soviétique dit mais c'est extraordinaire chez vous, il n'y a pas de censure et tout le monde pense pareil. Et alors, on n'est pas dans cette situation dans le sens où heureusement il y a des contre-voix ou des contre... Vous avez le monde diplomatique, vous avez Orient 21, vous avez Blast, vous avez enfin plein de choses. Mais elle ne perce pas dans le discours officiel, dans le discours médiatique. Il n'est pas accepté comme un discours légitime. Et ça, c'est effectivement inquiétant parce que ça crée un sentiment dans une partie de la population qui est les médias, les médias mentent, tout le pouvoir, enfin bon. Donc je crois que ça c'est un des aspects de cette crise qui m'a le plus, inquiété qui m'a le plus inquiété. Et alors il y a la différence entre la France et un pays totalitaire, c'est qu'il y a d'autres formes, comme j'ai dit, d'expression, qu'il y a les réseaux sociaux, et je pense que ce qui a sauvé un peu la situation, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire le fait que ce discours que je tiens, vous pouvez l'entendre sur les réseaux sociaux, et avec un écho relativement important. C'est pas des petits journaux où vous dites il y a 50 personnes qui le lisent, etc. Peut-être certains d'entre vous ont vu le débat que j'ai fait sur un truc qui s'appelle Thinkerview avec Ronnie Broman. 3 heures et demie de débat en direct. Il y a eu plus d'1 demi-million de vues.
Donc il y a vraiment la possibilité, je crois que c'est important pour ne pas non plus désespérer, parce qu'il y a des gens qui disent mais on ne peut rien faire, le déferlement médiatique, etc. Mais non, je crois qu'il y a des choses qui sont possibles, mais que cette question des médias, elle est très importante. Elle est très importante, pas seulement d'ailleurs elle est très importante, pas seulement sur la question de Gaza, elle est très importante pour nos démocraties. Il n'y a pas de démocratie sans un véritable pluralisme des médias. Et on se rend compte que ce pluralisme, il est en voie de dislocation, avec la mainmise d'intérêts privés sur les journaux, et la difficulté, effectivement, d'avoir un débat pluraliste. J'avais autre chose que je voulais dire. Oui, il y a une autre question, c'est-à-dire il y a eu contre les gens qui ont défendu des positions qui sont comme les miennes, disons, l'accusation ultime, c'est l'antisémitisme. D'abord, comme je dis, c'est-à-dire, si le secrétaire général des Nations Unies, si le président de la Cour pénale internationale, si Amnesty International, Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc., sont antisémites, tout le monde est antisémite. Je veux dire, il faut vraiment avoir peur, quoi, de ce qui se passe. C'est une espèce d'accusation suprême qui évite la discussion. Il y a effectivement une augmentation des actes antisémites, et il y a une peur dans la communauté juive qui est en partie manipulée, mais qui est réelle. C'est-à-dire, on est chacun les héritiers de notre histoire. Et c'est sûr que l'histoire du génocide des Juifs pèse sur la mémoire même des gens qui ne l'ont pas connu, et c'est normal. Mais il y a deux problèmes quand même qui sont posés à propos de cette accusation d'antisémitisme. C'est d'abord sa définition. C'est d'autant plus difficile de définir l'antisémitisme, c'est difficile de définir qui est juif. Je veux dire, c'est des débats sans fin, on pourrait faire une conférence, on aurait des heures et à la fin on n'y arriverait pas. Je veux dire, je crois que c'est Maxime Rodinson qui était un islamologue très connu et très brillant et qui est mort aujourd'hui et qui disait, bon, qui sont les juifs? Il dit, bon, ceux qui croient à la religion juive, ça c'est évident, ça pose pas de problème. Et puis il y a tous les gens de la communauté qui se sentent partie d'une communauté justement à cause de cette histoire d'oppression, etc. Okay. Et puis il y a les gens qui se considèrent pas comme juifs, mais que les autres vont considérer comme juifs. Et puis il ajoutait, il y a aussi les juifs inconnus, c'est-à-dire ceux qui ont des ancêtres juifs et qui ne le savent pas, et puis un jour qu'ils vont le découvrir, ça peut être terrible, je veux dire, quand c'était sous la France de Vichy, où on a découvert qu'un tel avait un grand-père ou une grand-mère juive, mais en France, on n'est plus dans cette situation. Moi, j'ai été frappé il y a une quinzaine d'années par le nombre d'intellectuels juifs, d'intellectuels français qui découvraient qu'ils avaient une grand-mère juive et qui portaient ça comme une espèce de drapeau. Mais au-delà de ça, on ne sait pas définir les juifs, donc forcément, on ne sait pas définir l'antisémitisme. Mais bon, on peut dire c'est une haine des juifs, c'est soit comme religion, mais c'est de moins en moins, c'est la judéophobie chrétienne au sens traditionnel est plutôt en voie de marginalisation, disons, mais elle est plus raciale, c'est-à-dire on utilise le terme antisémitisme, ça fait référence à quelque chose de racial, mais aujourd'hui c'est pas ça la question, c'est l'idée, un certain nombre de préjugés ils sont partout, ils contrôlent l'argent, bon. Moi j'ai tendance à dire que il y a effectivement dans nos élites un antisémitisme. Et pour moi, un exemple assez frappant, ça a été l'interview de Dominique de Villepin, je ne sais plus sur quelle chaîne, où il dit, vous comprenez, les artistes, pour s'exprimer, ils ont des limites, qui est le fait que l'argent contrôle aujourd'hui l'industrie de la culture. Et tout de suite, ça a été, je crois que c'est BFM, ils ont fait un titre en disant, avec des guillemets, Villepin dénonce la mainmise de l'argent juif. Bon. Mais au-delà de ça, j'ai dit, mais c'était sur les médias, sur l'industrie de la culture et l'industrie des médias. Et je dis, mais en France, Bolloré, il n'est pas juif. Bernard Arnault, il n'est pas juif.
Je veux dire, je dirais, c'est une manière pour les journalistes eux-mêmes de croire que, en fait, les Juifs contrôlent les médias. C'est eux-mêmes qui le croient. Je trouve que ça, c'est effectivement inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant que je pense que l'antisémitisme traditionnel français n'a pas disparu. Mais l'autre chose importante sur l'antisémitisme, et je terminerai là-dessus, parce que j'ai déjà été très long, c'est le fait qu'une des choses, tous ces gens qui dénoncent l'antisémitisme oublient de nous dire qu'aujourd'hui, les grands partis d'extrême droite, avec des racines antisémites profondes et qui n'ont pas disparu, soutiennent Israël, sont les plus forts soutiens d'Israël. Et que le gouvernement israélien a, depuis au moins une quinzaine d'années, développé des relations avec ces partis, même quand il y a à l'intérieur de ces partis, comme Vox en Espagne, des gens qui sont ouvertement des négationnistes, qui disent la Shoah, ça n'a pas eu lieu, etc., etc. Donc là, il y a quand même comme je dis dans le chapitre, ça s'appelle les bons antisémites et les mauvais antisémites. Mais là, il y a effectivement quelque chose d'inquiétant parce que, alors, juste un mot, pourquoi ces partis soutiennent aujourd'hui Israël, alors que, disons, dans les années 60, les partis d'extrême droite étaient vraiment antisémites. Enfin, étaient pour une raison très simple, c'est que pour eux, le danger essentiel aujourd'hui, c'est les musulmans, et que dans cette lutte contre les musulmans, Israël est notre allié. Et que donc, voilà, on s'allie avec eux, mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire, on aurait tort de croire qu'une fois qu'ils se seront débarrassés des musulmans, à supposer qu'ils s'en débarrassent, ils ne s'occuperont pas des juifs après. Hein. C'est vraiment une idéologie mortifère. Mais c'est vraiment important de dénoncer cet aspect de l'utilisation de l'antisémitisme. Et la dernière chose à propos de l'explosion des actes antisémites, je ne doute pas qu'il y en ait. Mais, c'est-à-dire, ces actes antisémites, ils sont liés chaque fois aux guerres. On n'est pas dans les années 30 où les juifs étaient attaqués simplement parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'une partie de la population, à tort évidemment, peut considérer les juifs français ou autres comme responsables de ce qui se passe. Alors c'est évidemment inacceptable, mais je veux dire, c'est ce que Robinson appelait un racisme de guerre. C'est pas, je veux dire, il faut le comprendre comme ça, c'est qu'il y a un conflit, vous savez ce qu'on disait en France et en Allemagne, réciproquement des Français et des Allemands, c'est aujourd'hui, quand vous relisez ce qui s'écrivait dans la guerre de 14-18, mais c'est absolument inimaginable en termes de racisme, et puis c'était pas du racisme, c'est pas des races différentes, mais en termes de xénophobie, disons. Donc il y a cette définition, et puis qu'est-ce que c'est un acte antisémite ? Le problème c'est qu'aujourd'hui, on va de plus en plus dissoudre l'antisémitisme dans la critique d'Israël. C'est-à-dire que si vous critiquez Israël, c'est que vous êtes antisémite. Alors ça peut être, quand vous avancez le slogan, vous savez, de la mer au fleuve, c'est-à-dire de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain, l'idée, la Palestine sera libre. On peut discuter du slogan, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le slogan du Likoud, qui est le parti au pouvoir en Israël, depuis 1977, c'est ça. Eux, ils disent que de la Méditerranée au Jourdain, il n'y a que Eretz Israël. Et puis, je veux dire, si vous dites Israël vaincra, est-ce que c'est Palestine vaincra, est-ce que c'est un cri antisémite ? Donc, et un des problèmes, c'est que le ministère de l'Intérieur refuse de livrer la vraie répartition de ces actes antisémites. Encore une fois, il y a de l'antisémitisme. Moi, je pense qu'il y a un antisémitisme, comme j'ai dit, dans des gens qui considèrent que les Juifs sont un ennemi à cause de ce qu'ils font en Palestine. Donc, il y a un antisémitisme, à mon avis, caché des élites françaises, mais et qu'il faut combattre, hein, je veux dire. C'est un racisme qui vient du fond des âges, non, mais qui vient de l'Église catholique pour l'essentiel, mais qui est effectivement qu'il faut combattre de manière importante. Mais en même temps, ça ne peut pas être utilisé pour discréditer la lutte des Palestiniens. Avec en plus, et je termine vraiment là-dessus, il y a une ambiguïté dans le discours israélien lui-même. Le discours israélien lui-même dit « Nous sommes l'État des Juifs du monde. Nous représentons les Juifs. Nous sommes l'État juif. » Et quand ils parlent d'eux-mêmes, les Israéliens, ils ne disent pas « nous les Israéliens », ils disent « nous les Juifs ». Et quand vous avez des soldats français, franco,
israéliens qui vont se battre là-bas, je veux dire, c'est une manière de favoriser l'antisémitisme. Parce que c'est une manière de dire, oui, tous les juifs sont avec Israël et les juifs sont complices des crimes qui se commettent à Gaza. Et en conclusion, je dirais que, bon, j'ai parlé beaucoup de choses générales, mais quand même, l'urgence, c'est d'arrêter les massacres à Gaza. Et il faut vraiment continuer à se mobiliser. On sent, depuis le massacre à Rafah, qu'il y a une mobilisation de l'opinion. On sent que notre gouvernement, enfin notre, excusez-moi parce que vous n'êtes pas, c'est pas le vôtre, vous avez de la chance, commence à bouger. Le fait que, par exemple, on ait interdit à l'industrie d'armement israélienne d'être présent au salon de Satori, c'est vraiment important, c'est plus que symbolique, parce que pour eux, pour Israël, c'est un moyen de vendre les armes dont ils font usage dont ils font usage. Donc il y a un mouvement, il faut le continuer avec vraiment la priorité. Et ne me demandez pas, et après, qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la solution, peut-être qu'on en discutera. Mais aujourd'hui, le problème, c'est de sauver des vies et de sauver des milliers de vies qui sont en train de disparaître sous nos yeux. Vous avez parlé du génocide en direct. La procureure du tribunal, l'avocate qui a défendu l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, il dit que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a un génocide. On vit un génocide en direct, filmé par ses victimes, qui appellent au secours et on ne répond pas. Merci. Merci à la Grèche pour cette présentation particulièrement pertinente, intéressante et qui revient vraiment sur tous les enjeux qui intéressent justement l'analyse de dans votre ouvrage le terme de domicide, si je ne me trompe pas, domicide, D-O-M-I-C-I-D-E, en mettant en avant le fait que à Gaza, tous les équipements ont été détruits, les infrastructures ont été détruites, les habitations ont été détruites, les écoles, tout a été détruit en fait à Gaza. Même les églises, parmi les plus anciennes du Moyen-Orient, donc les plus anciennes du monde, je pense notamment à l'église de Saint-Porphyre, si ma prononciation est bonne, une église absolument historique, je dis bien historique, eh bien, a été pulvérisée avec les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Je crois qu'il y avait plusieurs centaines de personnes, des vingtaines de victimes au moins. Donc c'est quelque chose d'absolument édifiant. Donc la question elle est simple. Au final, est-ce que Israël, et notamment l'extrême droite israélienne, qui est à la tête du gouvernement israélien, a réussi? Oui, je crois qu'il faut effectivement, c'est-à-dire l'objectif, moi je pense que l'objectif de Netanyahou depuis le 8 octobre, c'est de vider Gaza de sa population. Exactement. Ils ont essayé dans les premières semaines, ils ont négocié avec les Égyptiens et les Américains pour essayer d'obtenir que l'Égypte accepte d'accueillir les Palestiniens. L'Égypte a refusé. L'Égypte joue un rôle très ambigu, mais ce qui est sûr, c'est que l'Égypte ne veut pas de 2,5 millions de Palestiniens dans le Sinaï, qui est déjà une zone totalement instable, qui sort d'une insurrection islamiste qui a duré de 2013 à 2020, et que l'armée égyptienne a eu beaucoup de mal à réduire. Ils ne vont pas ajouter quelques millions de personnes de plus. En même temps, je crois qu'il ne faut pas, regardez l'Allemagne en 1945 par exemple. On a fait la comparaison à juste titre entre les paysages qu'on voit des villes allemandes et ce qui se passe à Gaza. Ça prendra du temps. Il y a une partie des gens qui veulent partir.
Il y a une partie des gens qui ne veulent pas partir, des Palestiniens, parce qu'ils savent que s'ils partent, ils ne reviendront pas. Parce que tant que la situation reste qu'elle est, il ne faut pas oublier, Israël est considéré par les Nations Unies comme un territoire occupé, parce que c'est Israël qui contrôle tout. Simplement, comme disent les Palestiniens, les geôliers, avant, jusqu'en 2005, ils étaient à l'intérieur, maintenant, ils sont à l'extérieur. Donc, il y a toutes ces peurs, mais je crois qu'il ne faut pas se laisser... Enfin, c'est les Palestiniens qui décideront, et c'est vrai que c'est très, très difficile. Dans le journal que je dirige, Orient 21, on a 3 fois par semaine un correspondant qui envoie un compte rendu de ce qu'il vit à Gaza. Il était à Rafah, là il a été, à bout de plusieurs semaines, maintenant il est à Deir el-Balah. Bon, il raconte les choses, et il raconte les contradictions des Palestiniens eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a un mois, ils disaient personne ne veut partir, aujourd'hui ils disent nous voulons partir. Bon, le problème, c'est effectivement d'obtenir l'arrêt des combats, le retrait israélien et la reconstruction. Ça prendra du temps, mais si vous voulez, on a souvent l'impression que Gaza, c'est rien, c'est du désert, mais c'est pas vrai. C'était une zone, d'abord c'est une zone qui a joué un rôle dans l'histoire, c'était au carrefour des routes commerciales, il y a une agriculture, il y a tout ça, je veux dire, ça peut revivre, ça dépendra de ce que décidera la communauté internationale, etc. Mais il faut d'autant plus pousser à ça que c'est effectivement le but d'Israéliens, c'est de pousser les Palestiniens dehors. Ils le font à Gaza, ils le font aujourd'hui en Cisjordanie. On le voit, on en parle beaucoup moins malheureusement parce que tous les regards sont, comme on dit, tous les regards sur Rafah. Mais donc c'est une lutte aussi d'obtenir que les pays occidentaux qui portent une responsabilité importante dans cette destruction, en ayant fourni soit des armes comme les États-Unis, l'Allemagne et aussi la France, soit la couverture politique et diplomatique. Donc ça, c'est des choses importantes, mais bon, c'est évidemment un combat et ça sera difficile. Alors on va juste prendre le petit... On va faire le transfert, on va faire le jeu de transfert. Alors, autre question, en fait, qu'en est-il en fait de l'opinion israélienne aujourd'hui ? Alors, moi, il y a quelques mois, j'ai eu un échange passionnant avec Ilan Pappé, donc l'historien israélien Ilan Pappé, une discussion qu'on a eue d'ailleurs en arabe, hein, c'est assez intéressant, parce que lui-même se considérant en partie palestinien et non pas israélien, palestinien juif, mais du point de vue ethnique, hein, tel qu'il se définissait. Et à propos de l'opinion publique israélienne, je lui ai demandé quel était l'état de l'opinion. Il a tenu ce propos en me disant, aujourd'hui, en gros, 80% de l'opinion israélienne soutient totalement Netanyahou et son projet génocidaire. Alors je lui ai fait remarquer que donc il en reste 20% qui ne sont pas d'accord, et dans les 20%, certainement 10% à 20% d'Arabes, ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Donc il a repris en me disant, bon, apparemment, oui, il y a peut-être 90% des Israéliens qui soutiennent Netanyahou et son projet génocidaire. Et donc dans ce cadre-là, à travers ce constat, en fait, comment est-ce que vous analysez les choses ? Le fait que Israël soit arrivé dans cette situation où la population soutient majoritairement une extrême droite suprémaciste, hein, le même type d'idéologie qui a valu le nazisme et le génocide des Juifs. Bon, il y a plusieurs éléments. D'abord, la dérive à droite de la société israélienne, elle n'est pas nouvelle. Elle n'a pas commencé le 7 octobre. On l'a vu avec Ben Gvir et Smotrich, qui sont vraiment ces gens qu'on appelle des suprémacistes juifs. Ils sont entrés au gouvernement avant le 7 octobre. Donc il y a une frange, notamment parmi les colons, qui est une frange religieuse qui n'est pas du tout dans une logique des droits universels. C'est-à-dire, quand les gens vous disent « cette terre nous a été donnée par Dieu », il n'y a rien à faire, et qu'ils y croient, hein, c'est pas seulement de la manipulation. Ce qui est sûr, c'est que le 7 octobre a provoqué un choc dans la société israélienne pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première fois depuis 73, la guerre de 73, et même sans doute depuis la création d'Israël, où Israël subit un coup important sur son propre territoire. Et quelque part, ça détruit l'idée que Israël est un foyer pour les Juifs, un foyer sûr,
que l'armée est capable de défendre sa population. Et donc, la première réaction de la population, ça a été de dire il faut taper plus fort. Il faut taper plus fort parce que les Arabes comprennent que la force, etc., etc. Le problème, c'est que, bon, là, on est dans une courte période. Moi, j'ai l'espoir que, aussi à terme, le coup pris le 7 octobre amène à réfléchir qu'il n'y a pas de garantie sécuritaire pour Israël par la seule force. Ils ont tout essayé. Ils ont l'armée la plus puissante du Proche-Orient. Ils ont des moyens que n'a aucun État de la région, et évidemment pas les Palestiniens, etc. Et ils ne sont pas capables d'imposer ça. Et que ça crée un changement. Ça crée un changement d'autant plus réel que les objectifs de Netanyahou, ils ne sont pas atteints. Ils n'ont pas détruit le Hamas, ils ne savent pas comment sortir de cette situation. Je pense que Netanyahou ne veut pas, lui il veut continuer la guerre, mais il y a les pressions américaines, etc. Donc il y a tous ces éléments qui pèsent. Et puis il y a un autre élément, parce que ça nous concerne, moi ça fait très longtemps que je pense que Israël ne cédera pas s'il n'y a pas de pression internationale. J'ai évoqué l'Afrique du Sud, les pressions du mouvement BDS, les pressions y compris des grandes entreprises américaines et occidentales sur l'Afrique du Sud ont joué un rôle très important. Quelque part, il faut que les Israéliens payent le prix de l'occupation. Jusqu'à présent, si vous voulez, jusqu'au 7 octobre, ils avaient l'occupation et aucun des désavantages de l'occupation. Bien sûr, il fallait faire le service militaire, etc. Mais enfin, la Cisjordanie était calme, c'est-à-dire que c'est calme quand on ne tue que des Palestiniens. Voilà. Donc, la manière de faire évoluer ça, c'est effectivement de faire des pressions concrètes. Bon, on parle de la reconnaissance de l'État palestinien, je pense que c'est bien, mais je pense que c'est largement symbolique. Aujourd'hui, en Europe, ce qu'il faut, c'est suspendre l'accord d'association qu'il y a entre Israël et l'Union européenne. Alors c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de majorité d'États pour, mais en tous les cas, des sanctions. Et ce qui se passe sur les universités me semble très important. Il y a aujourd'hui toute une série d'universités en Europe et aux États-Unis qui arrêtent d'investir dans les universités qui ont des rapports avec les colonies. C'est effectivement quelque chose d'important. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, attendez, les universitaires, ils sont à gauche, les universitaires israéliens, vous n'allez pas boycotter les universités. En fait, l'essentiel des universités, ce n'est pas des universités de sciences humaines, c'est des universités de technologie, qui travaillent en étroite collaboration avec le secteur militaro-industriel israélien. Et c'est là que se forment ils ont une maîtrise de la technologie, une maîtrise, même les nouvelles technologies. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un secteur des nouvelles technologies très développé en Israël. Mais l'essentiel, c'est fait pour surveiller les gens. C'est pas fait pour développer la libre circulation des idées. Donc, si on veut effectivement qu'il y ait quelque chose qui bouge, et si on veut que la population israélienne bouge, il faut qu'ils payent un prix pour l'occupation. Ça ne peut pas être un truc, comme dit le président, free bar, voilà. Open bar. Hein. Open bar, oui. Voilà. Donc, on passe maintenant la parole à la salle, aux participants. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. Oui. Alors, ça marche. Oui. J'ai une question. Vous n'avez pas du tout parlé en fait de Daesh. Et moi, j'ai un peu une analyse géopolitique un peu différente de la vôtre, dans le sens que j'ai l'impression que Daesh, avec les attentats en particulier qui sont commis en Europe, mais surtout en France, puisqu'on parlait de la France auparavant, que c'est un point, si on veut, qui est en défaveur des Palestiniens. C'est qu'effectivement, ça fait partie de l'islamophobie qui est actuellement dans le monde entier. Mais Daesh a joué un rôle extrêmement important par rapport à ce qui se passe par rapport à l'islam. Et les Palestiniens, ensuite, aujourd'hui, en font un petit peu. Le constat dur pour eux, c'est qu'on fait un paquet de tout le monde. Et effectivement, la Palestine, c'est Daesh aussi. Donc c'est le grand risque qu'il y a aujourd'hui par rapport aux Palestiniens. Merci. Orient Inter a publié un article assez intéressant quand
D'ailleurs, c'est la position, je crois, du gouvernement français, de Macron, de dire Daesh et le Hamas, c'est la même chose. Et il y a beaucoup de forces politiques, y compris pas forcément au gouvernement, qui pensent la même chose. Et on a essayé de montrer dans cet article à quel point les logiques étaient différentes. C'est-à-dire que le Hamas a une logique nationale. Il n'a pas une logique, il ne porte pas la guerre ailleurs. Il y a vraiment des différences. Sur Daesh, je ferai deux remarques. Oui, bien sûr, l'action de Daesh a, dans les opinions occidentales, discrédité l'islam, ou l'islam politique, ou les islamistes, ou les musulmans, etc. etc. Mais je rappelle quand même que Daesh a été créé suite à l'invasion de l'Irak. Avant, il y avait Al-Qaïda, et c'est à la suite de l'invasion de l'Irak, il n'y avait pas, c'est-à-dire, Al-Qaïda n'était pas présent en Irak sous Saddam Hussein, et il y a eu des groupes qui ont commencé à se développer dans la résistance à l'occupation américaine, et qui ont créé Daesh. Donc il y a quand même quelque chose où il faut aussi s'examiner, c'est-à-dire de se demander dans quelle mesure les politiques que nous, occidentaux, menons, n'ont pas aussi une conséquence sur la radicalisation. C'est sûr, c'est-à-dire, moi je ne sais pas quel est l'avenir de ces Palestiniens, mais je me dis, ces gens enfin ceux qui ont 10 ans aujourd'hui à Gaza, qu'est-ce qu'ils feront dans 10 ans avec tout ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils seront dans une logique non violente, etc. Je dis non. Il y a des risques de radicalisation, mais encore une fois, c'est la situation qui crée cette nécessité, enfin pas cette nécessité, mais cette poussée vers la radicalisation. Et ça, c'est effectivement très, très dangereux. Alors, j'ajouterais juste une remarque, puisqu'il a été fait allusion à l'organisation qui a été citée à présent, que cette organisation n'a jamais combattu pour la libération de quoi que ce soit en Palestine, et qu'en général, elle a les mêmes ennemis que ceux qui combattent pour la libération de la Palestine. Voilà, c'est juste une petite remarque. Moi, je vais juste faire une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la colonisation qui a été faite en Algérie et en Palestine. Vous dites la colonisation fait la civilisation barbare. Pour moi, ce que vous avez utilisé, c'est des mots blancs, parce que pourquoi vous n'avez pas dit la colonisation elle-même, elle est barbarique, parce que c'est elle qui a fait les gestes barbares, et c'est pour ça l'Algérie s'est défendue et la Palestine se défend. Vous voyez, la phrase que vous avez dit la colonisation fait la civilisation barbare. Non, Et pour moi, je l'ai prise comme vous dites, les pays arabes, quand on devient dur avec eux, ils deviennent barbares. C'est ce que j'avais bien compris de l'explication de ce que vous avez dit. Et pour moi, le respect par rapport aux martyrs de l'Algérie et palestiniens, ils ne font que se défendre et aucun geste barbarique de leur part, c'est juste se défendre. Et en fait, la colonisation, c'est lui-même, c'est le geste barbarique. Écoutez, je crois que vous jouez sur les mots... c'est important, puisqu'on veut changer tout. Oui, la colonisation est je veux dire, je reprends là les termes de Frantz Fanon, c'est-à-dire le fait que la colonisation rend barbare le colonisateur et elle rend aussi barbare, elle peut rendre barbare aussi le colonisé. Mais ça nous fait, bien sûr, c'est la colonisation qui est à l'issue de... Je ne vois pas très bien, c'est-à-dire que oui, c'est la colonisation qui est un crime contre l'humanité, dont on a du mal à sortir, notamment en France, de régler cette question de la mémoire de la colonisation. Mais oui, la colonisation est barbare, j'ai pas le moindre doute là-dessus. Sur l'utilisation des termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que, quelles que soient les situations, de toute façon, la violence appelle la violence. Et donc, lorsqu'on analyse ce qui s'est passé, c'est tout simplement de comprendre qu'il y a une cause, et la cause, c'est évidemment la colonisation. Mais c'est de se dire soi-même, la colonisation est barbarique. Ah non, mais la colonisation, voilà. C'est un crime contre l'humanité. La question, elle ne se pose même pas. Moi, ma question porte...
Moi, ma question porte sur le fait, j'y mets des réserves par rapport que le Hamas, j'ai mis des réserves que Hamas ayant commis des crimes de guerre, parce que je pense que l'événement du 7 octobre a été très symbolique par rapport... la question palestinienne allait être enterrée si l'Arabie saoudite normalise ses relations avec la Palestine. Et puis, je doute fort que le Hamas a commandité la mise en mort des civils. Je doute fort. Je pense qu'il y a eu un débordement des civils qui sont rentrés à Israël. Ils ont tué des colons. Ça, c'est une fois. En plus, comment on peut qualifier des colons qui sont armés ? S'il y a eu des échanges de tirs, c'est plus, pour moi, des civils. S'ils sont armés, ils ne sont pas des civils. Voilà. Et en plus, pour la question antisémitisme, on ne peut pas qualifier les Palestiniens d'antisémites parce qu'eux-mêmes, c'est des vrais sémites. Ça, c'est très important. Et cette question de l'antisémitisme, c'est vraiment une question eurocentrique et qui ne reflète pas du tout la réalité. Et pour l'analogie des Algériens avec les Palestiniens, c'est rien à voir. Les actes commis par c'est les Fellega. C'est rien à voir avec le 7 octobre. Moi, je suis algérienne et je suis... Qu'est-ce que ça veut dire, les Fellega? Fellega, c'est les gens qui se font exploser et qui tuent des civils pendant la guerre, pour moi. Alors, c'est quoi? Non, si je peux me permettre, le terme Felaga, il vient de la Tunisie. Et à l'origine, c'était le premier mouvement de résistance à la colonisation française en Tunisie, qu'on appelait Felaga. Et ça renvoyait, en fait, à des coupeurs de route. Et vous avez quelqu'un qui peut répondre, si vous pouvez lui donner la parole, M. Saadallah, qui est historien et qui connaît parfaitement la question. Donc il pourrait peut-être même y répondre. Oui, volontiers. Oui, voilà. Sur l'antisémitisme, vous avez totalement tort. L'antisémitisme aujourd'hui, ça ne désigne pas du tout une race. C'est pas antisémitisme, on l'utilise, comme j'ai dit, l'hostilité aux juifs, elle a été religieuse, elle a été raciale, et aujourd'hui elle prend une autre forme. Mais c'est un terme. Et quand des amis palestiniens arabes disent mais nous on est sémites, je pense que ça va. Je veux dire, c'est comme si ça visait les sémites. Alors l'antisémitisme ne vise que les juifs. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Ce que vous avez dit sur le 7 octobre, c'est ce que j'ai dit. Je veux dire, je n'ai pas dit que les civils armés, qui étaient morts avaient été assassinés. Il y a eu des civils non armés qui ont été tués. Et ça, au sens propre, c'est un crime de guerre. Après, j'ai essayé d'expliquer, visiblement vous n'avez pas, je sais pas si, j'ai essayé d'expliquer quelles étaient les conditions dans lesquelles se fait. Et que, de toute façon, comme je dis, il n'y a pas de guerre sans crime de guerre. Je ne connais pas de guerre qui a été propre, c'est-à-dire qui respectait tout ce que les conventions de Genève prévoient pour la guerre. Mais oui, voilà. Donc, le 7 octobre, j'ai dit que justement l'objectif politique du Hamas, c'était d'abord récupérer leur terrain. Parce que ces colons étaient dans les terrains de 1967 qui n'ont pas été respectés par les conventions de Genève. Merci. Déjà ça n'a jamais été mentionné. Hein. Merci. Les colons qui sont plantés là, qui s'étaient attaqués par Hamas, soi-disant, c'est des terres de 1967, ça doit être respecté par la Convention de Genève. Donc, c'est des terrains qui appartiennent aux Palestiniens, non aux Israël, déjà depuis le début. Non, alors, si on peut juste... Je reprends juste la parole, une petite seconde, s'il vous plaît, juste pour rappeler que les questions sont ouvertes. Je tiens juste à dire, parce que c'est important... Alain Grech, c'est vraiment l'un des plus grands militants de la cause palestinienne depuis des années. Et si on va sur le terrain de l'Algérie, par exemple, sachez que la maison qui a été celle du père d'Alain Grech, c'est la première ambassade de la République d'Algérie en exil au Caire. Voilà, c'est parce que il y a peut-être des éléments qu'on ne connaît pas, et l'interprétation que moi je veux faire de ce qui a été dit, qui a peut-être été compris d'une autre façon, c'est que c'était un point de vue entre guillemets occidental qui était discuté en essayant d'analyser et de comprendre comment peuvent penser justement les Européens ou les opinions françaises. C'est pas l'opinion de l'auteur en question.
Voilà. Et donc faites attention. Voilà. madame, Et ensuite, voilà. Et juste une chose, et je termine. Donc on continue hein, le tour de parole. On essaye de respecter simplement le temps de parole dans une logique de questions-réponses parce qu'il y a trop de monde et on peut discuter ensuite en dehors de la conférence. Voilà, je vous en prie, monsieur. Donc tout en restant sur le mort des civils le 7 octobre, un point qui n'a pas été mentionné, que je pense est très important, c'est le nombre de civils qui ont été tués par l'armée israélienne elle-même. Donc ça, c'est documenté, c'était même dans les médias israéliens, beaucoup moins dans les médias occidentaux, avec les tanks, avec les hélicoptères. Donc ça, c'est juste pour le commentaire. Après, la question pour moi, c'est... Ce qui m'a étonné, c'est pas la réponse israélienne, mais c'est jusqu'où les pays de l'OTAN, les pays occidentaux sont prêts à soutenir l'État d'Israël sans aucune sanction. Est-ce que vous pensez, donc ça c'est ma question, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une crainte de la défaite et de l'effondrement en fait de l'État sioniste suite aux attaques du 7 octobre par le Hamas? D'abord, oui, sur le fait que des civils ont été tués, je le mentionne dans mon livre. D'ailleurs, la première enquête vraiment détaillée a été faite par 2 journalistes israéliens qui ont raconté ce qui s'était passé le 7 octobre. Et on voit que des dizaines ou peut-être plus civils israéliens ont été tués par l'armée israélienne pendant sur l'effondrement de l'État, l'entité sioniste ou l'État d'Israël ou... je sais que Ilan Mbappé dit que ce qui s'est passé marque la fin de l'État d'Israël. Franchement, je n'ai pas d'opinion. Je vais vous dire franchement, depuis 1967, je m'occupe de ces questions. Il y a des gens qui me disent que l'État d'Israël va disparaître dans 10 ans. Bon, j'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Je pense que là, il y a un coup qui a été porté, mais enfin, pour l'instant, je ne vois pas, en tous les cas, à horizon... de quelques années que cet État va s'effondrer. Je veux dire, il a, compte tenu de la mobilisation de sa propre population et de ses soutiens internationaux, je pense des États-Unis en premier, hein, bien sûr, il y a peu de chance. Enfin, mais bon. Mais comment vous expliquez donc ce soutien occidental le soutien occidental, il faut sans doute différencier entre les Américains et les Européens qui ne sont pas exactement sur les mêmes... il n'y a pas la même histoire et tout. Moi, je le comprends aujourd'hui comme un des éléments de la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire la conviction que ce qui se joue en Israël-Palestine, c'est la question du terrorisme, de l'avenir de l'Occident, que Israël est le point avancé qui nous défend contre les barbares, etc., etc. Et que ça a créé une solidarité qu'on a vue il n'y a pratiquement pas de chef d'État occidental qui n'a pas été en Israël, qui n'a pas affirmé le droit d'Israël à se défendre, etc., etc. Mais voilà, donc il y a une alliance. Il faut dire qu'elle a... une des choses, en tous les cas pour l'Europe, parce que les États-Unis, on est plutôt dans un processus inverse, puisqu'il y a quand même des voix dans le Parti démocrate qui ont commencé, notamment dans les jeunes générations qui ont commencé à se révolter, disons, mais en Europe, on est plutôt dans le fait que la plupart des partis politiques ont soutenu le droit d'Israël à se défendre, ont justifié